Messieurs, dames, bonsoir. On se retrouve au plein cœur de ces playoffs pour décrypter un peu tout ce qui se passe parce que ça va vite. Il y a des choses déjà historiques au point où on en est et j'ai l'impression que c'est pas fini vu les séries qui sont en cours. On va parler de tout ça juste après le générique. Deux, trois petites choses juste avant de lancer ce magnifique générique fait Merci. maison. De rien. Petite Créé de clin d'œil. pièces. Ronan Chodotal. Bientôt, la première interview qui arrive sur cette chaîne. L'émission appelée L'Entre-deux. Pour ceux qui suivent correctement sur Instagram, vous avez peut-être vu passer de qui il s'agit. On a eu quelques abonnements ces derniers jours. Il faut continuer de s'abonner, de liker, de partager. La suite arrive vite. Et si vous voulez rien manquer, pensez à activer la cloche comme disent les vrais youtubeurs. On peut passer à la suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'attends qu'il s'abonne. On vous l'a dit, c'est déjà historique. C'est déjà historique. Et c'est un peu le thème de cette émission. On va essayer de revenir du coup sur ces 4 séries en cours pour les demi-finales, en les rattachant un peu chacune à l'histoire et voir où ça peut tourner. Vous avez vu quelques previews de notre part sur ce qu'on pensait initialement. Il y a des choses qui peuvent encore se passer comme on l'avait prédit, d'autres moins. D'autres moins, effectivement. Mais on est encore dans le vrai tant que les séries ne sont pas conclues. Tant que ce n'est pas terminé. Voilà. Donc on va pouvoir essayer de décrypter tout ça. On va commencer sur un point commun aux 4 séries déjà qui a fait justement parler parce que clairement c'était la première fois de toute l'histoire des playoffs qu'on a eu ça. Oui. C'est que les 4 séries qui se jouaient, les équipes à l'extérieur ont remporté ce premier match. Et c'est déjà une chose qui est rarissime, puisque c'est forcément, comme on vient de le dire, la première fois. Et même de manière générale, déjà, on l'a souvent dit et répété, avoir l'avantage du terrain fait déjà une énorme différence. Pour la plupart des séries, même si c'est bien sûr pas une vérité absolue, comme on a pu le voir, et on y reviendra des équipes qui sont passées alors qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain initialement. Mais en tout cas, déjà, ne serait-ce que là-dessus, on a déjà un fait marquant et qui fait rentrer ces playoffs de 2025 dans l'histoire. Ouais, c'est clair que quand on a vu le truc passer, on s'est dit, depuis le temps qu'il y a des playoffs au NBA et vu le nombre de séries qui ont été jouées, c'était déjà choquant comme événement, et comme tu dis, ça permet un petit peu de relativiser le fait de toujours se dire avoir l'avantage du terrain, c'est le plus important. On va peut-être en reparler dans cette vidéo, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées à domicile, même si Jérém l'avait enlevé de base de la trame de la vidéo. Non, pas du tout. Mais moi, je t'ai dit, je suis encore dans mes préviews et je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi on en est là. Mais oui, non, effectivement, c'est vrai que c'était assez impressionnant, même si c'est vrai que dans l'ensemble, si tu regardes, en NBA, ça a quand même vraiment son importance de jouer à domicile. Donc oui, effectivement. Et d'ailleurs, cette stat en est la preuve, en fait, le fait que ça soit la première fois que ça arrive. Ça démontre que t'as quand même une chance sur 4 qui est au moins une des équipes. Au moins une équipe, c'est ça. Sachant que, en toute logique, l'équipe à domicile est meilleure puisqu'elle a un meilleur classement, etc. Puisqu'elle a un meilleur ça augmente classement, encore justement ce fait de rareté, en fait. Voilà, c'est clair. De rareté et d'inattendu. Ouais. Après, comme on l'a répété déjà pendant les previews des premiers matchs et avec les retours qu'on a pu faire sur les previews des demi-finales, on est clairement sur des playoffs ultra disputés, et franchement, si c'est la première fois que vous regardez des playoffs, tant mieux pour vous. Ah, ouais. C'est pas forcément toujours le cas, même cette année. Voilà. C'est toujours disputé, on
on est bien d'accord. Mais là, on est clairement sur un haut niveau. Et ça fait plaisir à voir, en tout cas, qu'il se passe plein de choses. Bah, clairement, pour être un peu transparent, c'est même comme ça que l'idée de l'épisode nous est venue, c'est qu'on discutait, on se disait, mais attends, c'est quand que ça nous a pas autant saucé les premiers tours de playoff NBA, et on s'est dit, ouais, en fait, normalement, il se passe des choses vraiment différentes, quoi. On y est, mais normalement, à partir des demi-finales de conf, tu commences à te dire, il y a des grosses oppositions. Voilà. Et là, on les a vus dès les premiers. Si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'un seul sweep. Non, il y en a deux, pardon. Il y a Cleveland aussi qui fait un sweep. Sur le premier tour, c'est le premier contre le 8e. C'est pas la première fois que ça arrive et ce sera pas la dernière. Ce sera pas la dernière. C'est des choses qui sont plus attendues. Mais malgré tout, on a vu des grosses séries disputées et même des surprises. On y reviendra sur un 6e qui passe, un 7e, etc. Donc franchement, on est content et on a en tout cas du suspense dans chaque série et même des séries comme on l'avait dit qui se finissent en 4-0 pour OKC. Ouais. Hormis sur 3 matchs, mais il y a un des matchs qui est quand même assez indécis après. Oui, c'est clair. Sur le déroulé. Donc franchement des playoffs qui se font plaisir à voir et qui augmentent encore plus l'intérêt qu'on pouvait déjà avoir pour les playoffs NBA. Ouais. Pour rester sur les points justement des équipes qui ont gagné du coup à l'extérieur, il y a 2 équipes qui eux ont carrément gagné 2 fois leur premier match à l'extérieur, ce qui est assez fou pour être mentionné, d'autant plus que une nouvelle fois c'est les 2 équipes les plus mal classées, logiquement, hein, puisque les équipes les mieux classées reçoivent. Le premier, c'est normal. Mais du coup, voilà, le premier et le deuxième reçoivent et perdent 2-0, et donc perdent leurs 2 premiers matchs à domicile. Et qui t'étonne le plus? Parce que moi, c'est ça que j'ai essayé de trouver dans les deux. Et alors en vrai, je crois que je suis quasi autant choqué l'une que l'autre, mais peut-être encore plus par les Knicks que les Pacers, vu le premier tour. C'est ce que j'allais te dire. En fait, vu ce qui s'est passé au premier tour, je suis d'autant plus choqué par le fait que les Knicks aient réussi à battre Boston 2 fois. 2 fois chez eux. Et en plus de ça, on va y revenir, mais Cleveland, c'est un petit peu, c'est pas que à cause de ça, mais c'est un peu atténué par le fait qu'ils aient aussi beaucoup de blessés. Tu vois, le fait que Garland joue pas, que sur le deuxième match, Mobley Hunter joue pas, voilà. Et puis on peut plus ça, dire ça ajoute un petit peu. Que les Knicks, ça s'est joué plus à un shoot, bon, sauf... et en plus de ça, il y a plus de... Les circonstances sont différentes. Voilà. C'était quand même plus serré, on va dire, sur cette opposition, donc c'est... Enfin, à mon sens, et bon, du coup, t'es plutôt d'accord, mais plus étonnant, en tout cas, si on en croit le premier tour de ces playoffs. Ouais. Pour faire une petite aparté sur ça, juste pour dire à quel point c'est quand même des situations complexes dans lesquelles ils sont, même si on les a vus revenir à 2-1, mais toujours pour rester dans l'histoire globale de la NBA, 5 fois, il s'est arrivé que 5 fois que des équipes menées 2-0 après avoir perdu leurs 2 premiers matchs à domicile, arrivent à sortir de la série. Donc, c'est arrivé en 69, en 94, en 2005, en 2017, c'était déjà Boston contre les Bulls, et les Clippers en 2021. Mais c'est pour vous dire que quand vous perdez vos 2 premiers matchs à domicile... Non, 6 fois... Bon, ceux qui sont en podcast ne comprendront pas pourquoi ils rigolent. Je monte le chiffre 6 puisque je vous ai dit... Tu as inclus cette année. J'ai inclus cette année. Je vous ai dit, mes previews sont bons. D'accord. Ok. Du coup, en fait, tu mets à jour à l'avance cette vidéo, en fait. Bien sûr. Comme ça, on sera déjà dans le futur. Un petit retour vers le futur. J'ai annoncé 4-2 pour les Celtics. Fan des Knicks. Voilà. In 4, in 5. Ok, déjà, on n'est plus in 4. Ok. Déjà. Vous êtes plus dans ça. En 5, on se retrouve demain soir et on en discute.
calmez-vous, les fans des Knicks. C'était très bien, vous avez gagné, Boston a très mal joué, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je suis pas d'accord sur le fait que vous ayez mal joué. Enfin, mal joué... Vous avez mal shooté à 3 points. Voilà, de toute façon, enfin, en vrai, c'est déjà ce qu'on avait dit, et tu peux tomber dans cette dérive du shoot à 3 points, et une nouvelle fois, on a atteint un fait historique, c'est qu'il y a eu 45 loupés de shoot à 3 points, c'est le plus gros total de shoot raté à 3 points. Après, encore un fait historique. Voilà, encore un fait historique, mais ça va un peu avec la NBA moderne et le jeu de Boston depuis l'année dernière du shoot à outrance qui comme, enfin, je l'ai déjà dit, et après je sais pas si d'autres partagent cet avis, mais on en a un peu marre quand même malgré tout de voir uniquement des shoots à 3 points plus qu'un peu d'autres surtout jeux. Quand ça va pas. Surtout quand c'est moche comme ça. C'est ça qui m'énerve. Et du coup, ça nous permet de... Et malgré tout, moi, c'est là où autrement qu'en rigolant, je pense que Boston va assurer, même si c'est pas forcément là les 4 matchs d'affilée, va réussir à se qualifier, puisque on l'a dit, l'adresse, tu peux te rater un soir, 2 soirs comme ils l'ont fait, tu vas pas te rater sur 7 matchs, d'autant plus qu'ils ont des joueurs qui sont capables de le faire, et on l'a vu hier soir. Tout de suite, ça a fait la différence, et une nouvelle fois, ils prennent 20-30 points d'avance sur les Knicks, qu'ils ont su maintenir cette fois-là. Ok, ils se sont manqués, et c'est une nouvelle fois un fait historique, on y reviendra toujours, on vous a dit, c'est un peu le fil conducteur de cet épisode. Ça permet de rentrer dans la série. Mais une nouvelle fois, les Knicks arrivent à revenir de plus de 20 points de retard, et Boston a clairement une nouvelle fois chié dans la colle, comme on dit ici. C'est qu'ils se sont manqués, et ils se sont entêtés à shooter à 3 points. Après, le coaching de Joe Mazzulla, pour le coup, peut être remis en cause. Oui. On l'avait... Voilà, non, il faut le dire. On l'avait un peu survendu, effectivement, dans notre prévue, en disant qu'il avait probablement l'avantage. Les 2 non-temps morts de fin de match sont totalement inexpliqués. Et inexplicables, d'autant plus avec le résultat, où on voit Jason Tatum faire quelque chose. Shoot, passe, contre... Ou rien faire, justement. Ou ne rien faire. Comment tu te positionnes. Et c'est là coach, où c'est encore pire que tout, c'est qu'il n'y a rien qui peut aboutir. C'est-à-dire que la passe n'ira nulle part, et au moins tente un shoot, même s'il est casse-pipe. Enfin bon, c'était moche, pas coaché, et mal joué de la part des Celtics. Ouais, beaucoup de... Je vais essayer de revenir sur un peu tout ce que tu as abordé. Ça m'a lancé. On n'aurait pas dû commencer par eux, c'était trop sous tension. Non, mais effectivement, en fait, pourquoi je disais vous avez pas mal joué, vous avez mal shooté, en fait, moi je trouve que c'est presque ce qui est inquiétant pour les Knicks. C'est qu'en fait, les Knicks ont été menés 2 fois de 20 points sans que Boston mette dedans à 3 points. Boston, ils ont shooté à 25% sur les 2 premiers matchs. Et avec ça, ils ont réussi à mener 2 fois de 20 points. Sur les 2 premiers matchs, c'est magique. Vraiment. C'est incroyable. En plus des comptes ronds et tout, c'était... Rond, tu vois, 25 sur 100. Donc, bon, voilà. Le message est assez clair. Et en fait, tu te dis, avec ça, les Knicks ont réussi à être menés 2 fois. Alors oui, certes, ils sont revenus. Oui, ils ont gagné. Et c'est le principal. On est 100% d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu sur le 3e match. Quand vous mettez à plus mettre dedans, bon, bah voilà, la différence est faite. Après, comme tu disais, moi, la partie qui me rend fou sur les 2 premiers matchs de Boston, ils ont réduit un petit peu sur le 2e match, parce que je crois que sur le 2e match, ils prennent 40 shoots et 60 sur le premier, donc il y a quand même quasiment 20 tirs d'écart, mais en fait, dans le premier comme dans le 2e match, il y a un moment donné où ça ne rentre plus, et les mecs continuent que d'arroser à 3 points, et il y a des fois où genre il y a une balle qui est ressortie pour Tatum, il est à 3 points, il y a le champ libre, complet, jusqu'au panier,
Mais en fait, comme il est tout seul à 3 points, il shoot. Mais à un moment donné, quand tu n'en mets pas un de la soirée, eh ben, drive, va tout droit. Surtout quand c'est ouvert, quand t'es Tatum, que t'as ce physique-là, cette envergure. Fonce, tu vois. À un moment donné, j'avais noté, ils ont passé 6 minutes 30 sans marquer Boston. 6 minutes 30. C'est une folie de pas aller chercher pendant 6 minutes 30 un lancer franc, un panier à 2 points, un dunk, peu importe. Mais arrête-toi. Et dans les 6 minutes 30, tu le vois, il y a au moins 3-4 paniers, enfin 3-4 possessions qui se terminent par une tentative à 3 points. Je me disais, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et comme tu dis, pour finir sur les 2 derniers points que tu as abordés, je crois que j'aurais à peu près rien oublié. Le non-coaching de Mazzulla, parce que nous dire que c'est sa façon de coacher, de responsabiliser les joueurs, non. À un moment donné, tu prends un temps mort. Et tu sais quoi, même si tu dis rien, même si tu leur dis juste, les gars, réveillez-vous, remettez-vous, machin, mais tu prends un temps mort. Tu casses le rythme. On me dit que juste avant, il a fait un drive et du coup, il peut recommencer pareil, etc. Bah non, la preuve. Et après, c'est facile à dire une fois que c'est passé, mais il y a eu une absence de coaching totale. Il y a eu trop de choses. Et puis, comme la dernière action de Tatum, comme tu le dis, n'est pas bonne du tout. En plus, t'attaques tu drives sur les 2 mauvais joueurs. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui va sur cette action. Après, vraiment, je n'enlève rien aux Knicks. Est-ce qu'ils ont fait? Thibodeau, bravo. On avait demandé des minutes avec Mitchell Robinson et 4 sur le terrain. Et il en a donné. On vous a dit. Et il le fait. Tom, il nous écoute. Mais à un moment donné, donnez-moi un contrat, bordel de merde. Je vous ai dit, Rudy Gobert contre les Lakers, faites jouer Mitchell Robinson et 4, mais donnez-moi quelque chose. Je sais pas, même. Assistant c'est quoi, coach, même bonjour. de chez moi, donnez-moi la vidéo. Donnez-moi la vidéo. Donnez-moi la vidéo, j'évoluerai comme Spolstra. J'y vais, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, c'est grosse série. Bronson énorme sur les moments clutch. Kurtz qui fait un boulot au rebond incroyable. En même temps, il avait fini 2e ou 3e meilleur rebondeur de la saison, il me semble. Donc il continue dans ce truc-là. On sait que c'est pas toujours quelque chose qui lui a réussi en carrière. Mais ouais, gros job des Knicks, malgré tout. Sur cette série-là, en tout cas, je continue de donner l'avantage à Boston. Ce qui va peut-être pas être le cas sur la 2e série dont on va parler. Qui s'est aussi entamée par un 2-0 à l'extérieur, pour le coup, entre Indiana et Cleveland. Et Cleveland qui a perdu du coup ses 2 premiers matchs à domicile également, avec des blessés. Est-ce que tu penses que c'est ça pour le coup qui a fait la bascule? Ça a pu influencer, c'est sûr. Après, on a quand même vu que les Pacers étaient compétitifs. Notamment déjà le 4-1 contre les Bucks. Voilà. Tyrese Haliburton, je sais pas s'il a été piqué dans le overrated dans son joueur le plus surcoté de la ligue. Alors, je sais pas si tu as vu passer ce truc-là vite fait. En fait, ils expliquaient qu'il fallait un peu, entre guillemets, arrêter de parler de ça, même si on connaît, ça c'est entertainment, la NBA, etc. Mais en gros, ils disaient parce que sur 181 joueurs ou 140 joueurs interrogés, genre, il n'y en a que 14 qui ont accepté de répondre et peut-être 9 qui l'ont mis lui, en fait. Donc, en fait, ils disent le panel est minuscule et on en fait un truc. Moi, je pensais que, tu vois, c'était un truc plus important que ça. Un panel beaucoup plus large, non. En fait, tu dis, il y a 8 mecs qui ont dit qu'il était surcoté. Et tout le monde fait des gros titres. Surcoté. Oh, il est surcoté. De ouf. Alors en fait, il n'y a que des joueurs des Bucks qui ont répondu et du coup... Qui avaient le seum. Et non, c'était... oui, après c'était... Mais oui, ils me font kiffer, les Pacers. Mais les Pacers, voilà, jouent avec l'envie. Tyrese Haliburton, bon, on nous a déjà évoqué son shoot au buzzer, après son lancer franc raté, etc. Franchement, c'était un beau match à voir. Après, voilà, Cleveland, effectivement, a eu des blessures qui ont pu les handicaper. Je suis peut-être pas non plus très inquiet pour eux. On a vu qu'ils ont réussi à répondre comme Boston en gagnant le 3e match à l'extérieur. Ouais. Ils se relancent dans cette série. L'idéal, évidemment, pour les deux, c'est qu'ils gagnent ce 4e match et qu'ils viennent égaliser.
Sinon, ce serait beaucoup plus compliqué. Pour une série comme pour l'autre, on sait que c'est un peu le match bascule, le quatrième match, C'est s'il clair. est remporté avec un 3-1 ou s'il y a un 2-2, c'est pas du tout la même musique. C'est pas la même chose, ouais, c'est Voilà. clair. Après, à voir, est-ce que Cleveland aura les ressources pour répondre avec leurs blessures, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est que après avoir perdu les 2 premiers matchs, au début, je pense que si il y avait 1-1 ou 2-0 Cleveland, je pense pas que les mecs seraient revenus. Parce que les blessures qui sont Bien annoncées, sûr, ils auraient ils t'en essayé parlent pas de comme un les- petit truc. Hmm. Et en fait, bah, le match 3, Mobley start, Garland start, et a pas l'air gêné en plus pour le coup, et Hunter sort du banc, comme le reste de la saison. Donc tout ça pour dire qu'au final, les joueurs qui étaient annoncés blessés, ils le sont. Hein, d'ailleurs, Hunter et Mobley se sont blessés en cours de match, donc on l'a vu. Mais ce que je veux dire, c'est que on a senti quand même le sentiment d'urgence pour Cleveland, qui se sont dit, bon, en même temps, c'est pas le moment de prendre le 3-0 lors du premier match à Indiana, quoi. Ça, pour le coup, en termes de fait historique, on l'a toujours dit, même s'il y a eu des fois des retours, jamais Ouais. personne n'a remonté un 3-0. Donc forcément, tu perds déjà 2-0, tu vas jouer 2 matchs à l'extérieur. Si tu te Si tu poses perds la le question, troisième, est-ce que je dois faire jouer des joueurs qui sont un peu touchés. blessés en demi-mesure, mais Ouais. qui pourraient faire basculer un match, bah c'est soit maintenant, soit l'année prochaine. Donc je pense que Cleveland a beaucoup moins hésité à les faire starter dans ce troisième match. C'est clair. Et donc, en tout cas, ça a porté ses fruits dans le sens où ils ont remporté ce match-là, ils se sont relancés Oui. dans la série, ils doivent remporter le match cette nuit, parce que aujourd'hui on tourne juste avant les matchs. Donc, on sortira sûrement la vidéo après ce quatrième match, mais vous verrez si Cleveland a pu égaliser ou s'ils sont à 3-1 et ce sera beaucoup plus compliqué pour eux. Et justement, pour faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait pour Boston et pour les Knicks, est-ce que pour toi, pour le coup, Cleveland reste favori? Tu continues de les voir passer cette série? Ou tu penses que, malgré tout, Indiana a pris un peu l'ascendant mental et au vu aussi de ce qu'ils ont montré, même juste basketement parlant, hein, est-ce que... Voilà ce que j'allais dire. Je suis moins rassuré parce que, comme on l'a un peu évoqué sur l'autre série, on est plus sur une question d'adresse. On a quand même vu une domination des Pacers dans le jeu, dans l'intensité, etc. Et leur capacité à prendre le lead. Pour revenir un peu, pour faire un comparatif, alors j'ai pas la stat pour Cleveland Pacers, mais même si ce qui est important c'est une nouvelle fois les fins de match, mais si tu prends la série contre Boston ils mènent pendant 81 minutes. Ouais. Et ils sont menés seulement pendant 12 minutes. Alors, pendant C'est la pas les fin de bonnes, match, mais... c'est pour ça qu'ils prennent un 2-0 Ouais. sur les 2 premiers matchs. C'est la stat des 2 premiers matchs. Ça compte pas, ça prend pas en compte le Oui, troisième au C'est pas le Madison. troisième, ouais. Mais c'est dans ce sens-là où, quand même, on a vu, à mon sens, une plus grande dominance de Boston, même s'ils sont foirés en fin de match. À l'inverse, les Cavaliers, on les a sentis moins confiants. Nouvelle fois, on l'a évoqué, il y a eu les blessures. Ouais. Est-ce qu'ils pourront les faire rejouer là une nouvelle fois ce soir? Et dans les affrontements à venir pour essayer de se maintenir, je suis moins confiant. Je dis pas que c'est impossible, mais moins confiant. Moi, en fait, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, que pour Boston-New York, je trouve, parce qu'en fait, Boston-New York, ça se résume, si on veut, pas d'insulte aux fans des Knicks, mais en gros, ça se résume à des questions d'adresse. Alors que les Pacers contre les Cavs, c'est pas que ça. Oui, il y a eu des blessures, mais du coup, ça me fait presque douter de... Ouais, mais ça veut dire que s'il y a le moindre accro, les Cavs, ça tombe en panne. Enfin, tu vois, je sais pas. Je trouve ça compliqué. Et puis, ils ont une telle
New York aussi, mais c'est vrai qu'Indiana, je sais pas, ils ont une telle dalle, une telle façon de jouer, d'aller de l'avant à chaque fois, c'est assez impressionnant. Non, on sait que c'est basé sur du jeu rapide, sur de la contre-attaque. Ouais. Après, on va pas dénigrer totalement Cleveland. Hein. Pas du Ils tout. sortent d'une grande saison, ils sortent d'un 4-0 face au Heat easy, enfin, Ouais. voilà. Non, mais oui, C'est à clairement. nuancer, mais effectivement, c'est déjà un peu plus inquiétant sur une équipe où certains se disaient déjà impossible qu'ils aillent pas en finale. En fait, tu vois que dès que dès que Donovan Mitchell n'a pas Garland pour le soulager, bah, c'est dur. Et encore plus, tu vois que bah, la défense des Cavs, aussi bonne soit-elle, défend, et c'est logique, du deep boy de l'année, Evan Mobley, qui en fait fait une différence énorme quand sa présence en fait est beaucoup trop importante pour le jeu des Cavs en tout cas. Et Ouais. du coup, moi je pense que je verrais bien Indiana passer quand même. Je me dis, s'ils gagnent Il y a demain, des chances que je pense que c'est cuit pour les Cavs. 1-3-1, ils ont encore un match à l'extérieur avant de repartir à Indiana. Il y a des chances qu'Indiana et le public sur un 3-2 soient très chaud à domicile et que ce soit déjà compliqué pour les Ouais. Cavs. Donc c'est pas forcément mieux pour eux, mais ça va être beaucoup important, j'allais dire. C'est moche C'est clair. comme français, mais c'est beaucoup important qu'ils gagnent Oui, non, mais ouais. qu'ils gagnent ce match pour revenir à 2-2 maintenant plutôt que lâcher la série à que 3. passer à 3, ouais, c'est clair. On enchaîne avec l'Ouest, parce que finalement, c'est vrai qu'on On a est resté beaucoup, sur l'Est, c'est vrai. on C'est est vrai, resté c'est sur l'Est, comme ça on aura fait par conférence. Il y a eu des choses aussi du côté d'OKC et de Denver. Il y a eu ce match où OKC roule complètement sur Denver, où il s'impose 149 à 106. Plus gros écart du match, c'est monté à 49 points d'écart. Il y avait OKC avait inscrit 87 points à la mi-temps. C'est pareil, record all-time des playoffs NBA. Donc ça, de nouveau, un fait historique. Comme on vous l'a dit, le fil conducteur de cet épisode. 87 points à la mi-temps. Un all-star game un peu, en fait. quasi ça. On sait qu'OKC a la capacité offensive pour le faire. Oui. Défensivement, bon, les Nuggets n'ont pas assuré. Hein. C'est assez simple à dire une fois que c'est passé. Malgré tout, Denver avait un peu surpris puisqu'ils avaient pris le match 1. À l'extérieur notamment. Ouais. On l'avait évoqué en disant est-ce que Denver n'arrive pas à plus lancer dans le sens où ils sortent d'un 4-3. Ils ont Exactement. dû avoir, alors ce serait à vérifier, mais 2 ou 3 jours de repos à peine entre. Je crois que c'était même que 2 jours. Ouais. Alors que le Thunder a fait un 4-0, ils ont eu une semaine de repos, même si, bien sûr, pendant ça, il y a eu de la prépa et Oui, de oui, la bien vidéo, sûr, tout mais ce que c'est vous pas le voulez, rythme des playoffs. mais en rythme de match, je pense qu'ils étaient un peu moins dedans et ils se sont laissés surprendre par ça. Totalement. Ils ont su réagir, donc comme on Oui, vient de le dire, directement. avec Ouais. en inscrivant 87 points en une mi-temps. Et malgré tout, ils perdent une nouvelle fois le troisième match à l'extérieur. Ouais. Ce qui les met en position inconfortable et clairement ils ont perdu l'avantage du terrain où Denver va jouer de nouveau à domicile comme on vous disait, on l'enregistre au moment des matchs cette nuit, donc cette nuit en début de soirée, donc on vous a dit des matchs bascules clairement à prendre pour OKC. Parce que c'est a un pas peu intérêt à se rater. un parallèle avec Cleveland, c'est que tout le monde les voit champions. Ou au Par moins rapport jouer à la la saison finale. régulière, ou au moins Ouais. en finale. Et pour l'instant, ils sont pas en bonne posture. Ils sont pas en bonne posture et comme tu l'as dit, je vais faire une
petit aparté, un petit shout-out à mon gars Faïd, qui nous suit régulièrement. Il m'avait demandé justement un peu ce que je pensais de cette opposition. Et je lui avais dit, je pense que Denver va arriver plus en forme, mais qu'à un moment donné, ça va se ressentir dans la série, qui viennent de passer une série en 7 matchs éprouvante, etc. sur la durée. Et effectivement, du coup, comme tu dis, on le voit sur le premier match, plus en rythme, plus en forme, ils sont dedans, ils sont dans le match, ils arrivent à s'imposer à l'extérieur, et par contre, en fait, ils s'écroulent au deuxième, parce que, contre-coup, la fatigue qui retombe, etc. Et puis, OKC aussi, qui s'est remis dans le match, parce que le premier match, ça se termine à 121, 119, hein. C'est pas... il n'y a pas 15 points d'écart pour Denver, etc. Donc, en fait, c'est un match où voilà, le Thunder est dans le rythme. Et du coup, sur le deuxième, ils explosent complètement Denver. Je reste sur cette take que le 5 majeur de Denver est mieux huilé que ce... C'est fou de se dire ça avec la saison qu'OKC a fait. Mais je sais pas. Ils ont du monde, quand même. Ils ont du monde. Ils ont du monde de fou. Ouais. Mais je trouve qu'ils se connaissent mieux. Tu vois ? 5 majeurs, peut-être. 5 majeurs. Les remplaçants apportent de fou à OKC, etc. Les remplaçants de Denver n'ont pas été en reste non plus. Mais ouais, je sais pas. Ce 5 majeurs... Effectivement, si tu prends joueur par joueur et comme tu parles de huiler entre eux, effectivement, déjà, il y a, j'allais dire peut-être plus d'ancienneté, peut-être même pas, mais... ouais, si, quand même, ils ont plus d'expérience. Ils ont gardé un trio majeur. Ah oui, comme peut l'être Porter, en fait. Tu vois, les 4 sont... En fait, le seul qui est pas là, entre guillemets, titulaire quand ils sont champions, c'est Christian Brown, en fait, tu vois. Ouais. Et il est déjà... Et il est déjà dans la rotation. Exactement. Parce qu'il arrive à Denver, etc. Donc, ouais, non, c'est discutable. En tout cas, pour l'instant, le résultat te donne raison. Et on verra sur la suite. Que Denver passe. Ouais, et le dernier petit point, qui n'est peut-être pas un si petit point que ça, c'est que on en est là dans la série. Nikola Jokic est à un pourcentage dégueulasse. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent en podcast et qui ne voient pas les gestes. Est à un pourcentage dégueulasse pour Nikola Jokic. Donc en fait, tu te dis, si en plus de ça... Comme on l'a dit, hein, il a fait... Enfin là, c'était pour les Clippers, mais il a fini à 5 points, du coup, il perd le match, etc. Donc, son équipe arrive à être dans les matchs, même là où il est mauvais. Il met des guillemets aussi. Vous avez compris. Il va falloir que vous compreniez quand on marque un temps d'arrêt. Voilà. Parce que c'est fort, parce que c'est trop fort, Nikola Jokic. Donc oui, il arrive à être un joueur moyen fort, si je peux dire, au lieu d'être un joueur extrêmement fort. Ouais. 0 sur 10 à 3 points. Ouais. Le dernier match. Et pourtant, on a c'est le match où il gagne. Ouais. Et on a vu cette saison qui tournait plutôt aux alentours des 50%, c'est ça. Quasiment. C'est ça qu'il faut. Sans abuser, mais bon. C'est sûr que si tu retrouves un Nikola Jokic en forme, et je me posais la question si lui, justement, il serait pas éprouvé par les 7 matchs, le physique, par la répétition des matchs, je pense. C'est pas sa qualité première, même si on a vu qu'il a su déjà donner tort à pas mal de monde. Et à perdre du poids. Quand je dis sa qualité première, je parle de tout ce qui est athlétique, en tout cas. Son rythme athlétique et physique, ouais. Donc, bon, après, il se maintient. Après, il lui envoie... le Thunder lui envoie du monde sur le dos. Hein. Enfin, je veux dire, les mecs se relaient, Hartenstein travaille, Louis Kinsdort, Shettle-Graham, enfin, ils y passent tous et ils envoient ce qu'il faut sur lui. Donc, c'est aussi eux qui font le travail, mais c'est vrai que s'ils se mettaient à retrouver des pourcentages, peut-être que ça serait encore plus compliqué pour OKC. Dernière série dont on n'a pas encore parlé. Série 6-7. 6-7. Et pas non moins intéressante que le score peut l'être. C'est clair. Mais ça aussi, c'est rare que ça soit le 6 et le 7 qui passent. C'est rare. La dernière fois que c'était arrivé... C'était déjà les Warriors. C'était déjà les Warriors. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'était déjà les Warriors.
C'était en 2023, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Malgré tout, on n'est que sur une 3e fois dans toute l'histoire de la NBA. Où un 6e et un 7e passent ce premier tour, ce qui sous-entend que le 2e et le 3e sont éjectés. Donc on est quand même sur des hauts niveaux de classement quand tu penses que ces équipes sont sorties, même si beaucoup n'attendaient pas forcément Houston en tant que 2e à l'ouest. Ouais, et est-ce que c'est pas un peu la saison qui s'y prêtait le mieux? Enfin, je veux dire, j'ai pas l'historique de toutes les saisons en cours, mais quand on sait comment ça s'est terminé, où toutes les équipes, en gros, on l'avait dit sur la fin de saison, de 2 à 8, ça s'est joué à 3, 4 matchs maximum d'écart. On pouvait s'y attendre un peu quelque part à ce que ça se passe comme ça. C'est ça. C'est quasiment surprenant parce que tu vois même Minnesota qui est 6e sortent les Lakers en 4-1. C'est assez surprenant, même si vu comme on le dit la saison actuelle, on n'est pas si choqué que ça. Parce que Minnesota n'était pas forcément à leur place. Et oui, il n'y avait pas tant d'écart que ça, c'est clair. Qu'ils devaient être. Et les Lakers finissent assez haut. Mais un 6e qui sort en 3e contre un 4-1, c'est assez rare également. Et du coup, pour finir, on est sur la 3e fois dans cette histoire. Et si on en remonte avant 2023, c'était seulement en 87 qu'il y avait eu un 6 et un 7e qui avaient passé le premier tour. Donc ça augmente d'autant plus cette statistique historique. Parlons-en du coup de cette série qui est entachée par la blessure de Steph. Non, pardon. Et c'est un petit peu dommage. Parce qu'on aurait préféré qu'il soit là pour l'attrait de la série. Malgré tout, je trouve que, contrairement un petit peu aux Pacers, pareil, respect pour les Pacers, on l'a dit, on kiffe, etc. Mais je trouve que pour le coup, ça... Alors bien sûr, les Warriors sans Stephen Curry, c'est moins fort, bien sûr. Mais en fait, sur la physionomie du match, pour ceux... Jusque-là, ça, c'est de l'analyse. Je vais dire ça, c'est pas n'importe qui. Pour le comprendre. Non, mais attends, c'est pas pour rien qu'on anime ce podcast. Mais plus sérieusement, je trouve que dans les physionomies de match, en fait, respect aux Wolves. C'est très fort ce qu'ils font pendant les matchs. C'est solide, c'est physique. Comme contre les Lakers. Vraiment, c'est... Ouais. C'est vraiment... J'ai pas spécialement envie qu'on en reparle, mais oui, on peut faire des... J'aime bien insister sur... Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est Julius Randle ou c'est Zach Randolph. Voilà. Julius Randle, il est à 25 points par match. Il est solide. Julius Randolph, on va l'appeler. C'est décidé. Je change son blague. C'est un joueur qui a été décrié pour ses précédents passages en play-off. Bon, là, je trouve qu'il est à sa place. Franchement, j'étais pas convaincu du recrutement, pas convaincu de l'échange contre Karl Anthony Towns à l'intersaison. Est-ce qu'on est sur du win-win au final? Finalement. Je l'avais évoqué, mais quand je l'évoque, je mettais DiVincenzo avec. Ouais. Qui n'est peut-être pas au niveau qu'il a pu être avec New York, mais qui apporte malgré tout aux Wolves. Et si on en croit, oui, effectivement, le début de cette play-off et encore plus pendant cette série, on peut considérer que peut-être qu'il rentre plus harmonieusement dans l'effectif. Ouais, dans le sens où ils ont déjà un grand, un intérieur avec Gobert, etc. Même si et puis qu'ils ont toujours Nasrid. Et extérieur, Nasrid qui rentre une nouvelle fois, met dedans à 3 points, comme il retrouve un peu son niveau de 6e homme qu'il a été l'année dernière. Non, franchement, c'est propre pour les Wolves. J'ai toujours cette petite inquiétude au plus profond de moi du sérieux d'Anthony Edwards. Je sais pas. Ouais, pour juste finir le point Julius Randle, seul joueur des Timberwolves a claqué un triple-double
en playoff depuis Kevin Garnett, évidemment, puisque de toute façon, dans l'histoire des Wolves, il n'y a que ce joueur qui compte. Dans l'histoire des Wolves. Voilà. Mais sauf non, lui du coup, et double Kevin Love, mais c'est tout. voilà. Et oui, du coup, des doutes peut-être que sur Edwards. Pour autant, je trouve que sa mentalité de vainqueur les tire vers le haut. Elle est là, Tu vois, c'est pour ça, c'est des doutes à moitié fondés, mais dans le sens où, je sais pas, j'ai du mal avec... la conférence de presse après le premier match. Ouais, des choses comme Ouais. ça, qu'il arrive, Ah ouais, bon, je comprends ce qu'il veut dire en disant tout le monde attend les Lakers qui passent, et du coup, moi, ça me fait rire, j'ai encore plus envie de gagner, ça, ok. Mais arriver toujours en rigolant, etc. Alors, peut-être que c'est avantageux et que du coup, le stress n'y est pas pour lui. Et Ouais. Enfin voilà, je me Moi, répète un peu, mais j'ai des doutes ouais, sur sa capacité à emmener vraiment loin, loin une équipe et à arriver Moi, tu à sais être où... sérieux à 100% sur un match. Enfin, sur Là où ça l'ensemble des matchs. Ouais, sur l'ensemble de tirer toutes les... Je vois ce que tu veux dire sur le fait de tirer toute son équipe vers le haut. Le truc, en fait, où ça me dérange pas, entre guillemets, c'est que t'as l'impression que tout le monde est acquis à sa cause. Tu vois ce que je veux dire? Des autres joueurs, etc. T'as l'impression que tout le monde l'équipe et tout le monde l'écoute, pardon. Et même les plus anciens. Rudy Gobert, Conley, en fait, t'as l'impression que tout le monde va dans son sens. Genre, ok, c'est ce gars-là, c'est lui notre franchise player et tout le monde va derrière. Alors peut-être que si ça venait à péter, à pas se passer correctement, peut-être que après ça, on aurait des joueurs qui se plaindraient en disant ouais, mais Edwards c'était ingérable, etc. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que eux, ça leur pose pas de problème. Après, oui, on a vu, hein, notamment aux Ouais, c'est vrai États-Unis, que ça avait. on voit dans les comptes d'après-match et tout, justement, le relationnel envers les autres joueurs semble tout à fait matché. Même un Randle qui a l'air un peu, Ouais. tu vois, différent, un peu dans je son pensais coin, à cette etc. compte de presse, justement, qu'on Ouais. a vu où Bah, il rigole. ça, en tout cas, ça a soulevé beaucoup de réactions aux États-Unis où les gens Ouais. ont dit mais comment il peut se pointer, rigoler comme ça alors qu'on lui dit qu'ils ont fait un des pires trucs au shoot, etc. Enfin voilà. À voir si ça viendra les plomber ou pas. Après, d'un côté, en face, pour parler rapidement des Warriors avant de clôturer cet épisode, est-ce qu'on n'a pas aussi un Butler qui joue un peu le même jeu, c'est-à-dire, tu vois, qui vient en conférence de presse, qui fait des blagues en plein match, où genre il change le short de Buddy Hield, qui lui donne un short trop petit, ils sont obligés de prendre un temps mort au bout de 2 minutes de jeu pour qu'il aille changer son short. Enfin, je veux dire, si quelqu'un d'autre que Butler fait ça, c'est scandale. Parce que tu vois, tu perds ce match, le truc. Ou des choses comme ça qui se lancent là-dedans. Je suis pas sûr ouais, qu'ils retrouvent je sais le pas chemin si- des parquets réussir, putain. Tu vois, si c'est Kuminga qui fait ça, déjà qu'il a du mal à avoir le terrain, mon Déjà grand, qu'il même a s'il a fait un retrouvé, super troisième match. Le t-shirt et la confiance de Steve qui a pas la confiance. La non-possibilité de Steve qui a C'est ce que j'allais dire, pas le choix de Steve Kerr. pas le choix de le faire jouer. Ouais, après... En tout cas, force à lui. Hein. Parce non, mais que faire le sérieux. troisième match qu'il fait et être Alors professionnel qu'il jouait comme ça, plus. moi je trouve que Non. c'est presque tout bénef pour lui, hein, ce qui lui arrive. Je suis une autre équipe qui cherche un joueur où Ce j'ai que besoin de j'allais physique, etc. Mais tu fonces dessus. Non, après, enfin, on les connaît pas plus que ça, etc. Mais c'est vrai que ça avait toujours l'air d'être un joueur sérieux et plutôt justement, dès qu'il a l'opportunité, essayer de donner le meilleur de lui-même. Ouais. Et là, ça fait que confirmer. On a vu, oui, des entrées de Trey Jackson Davis, des choses comme ça, qui ne jouaient plus non plus. Je sais pas, j'ai l'impression que les Warriors cherchent des solutions qui, je pense, auront du mal à trouver avec une nouvelle fois, forcément, l'absence de Curry qui leur fait du mal. Une semaine, hein, je crois, ils ont dit au mieux, ils pourraient rejouer s'il y avait un Game 6. Et ça, c'est que déjà ça m'a entre guillemets Une fait semaine en rire playoff, parce c'est que beaucoup. Hein. voilà, quand tu sais que ça joue tous les 2 jours, Ouais. 2 ou 3 jours max, Ouais. et enfin au type de blessure, là où c'est placé, c'est-à-dire au quadriceps, etc. Ouais.
où tu vois le truc et tu te dis, ils te Tout disent seul. non, il va Tout seul. tout seul. On Et sait où quand ils te tu disent non, mais il manque le match 2 et on verra pour le match 3. Non, ça c'est... Ou alors, oui, il Arrêtez. va jouer sur une jambe comme Harden Oui. quand il a joué au Nets avec sa cuisse en miettes et que, enfin, Sur, du coup, voilà. Peut-être que justement, là, en ayant un 2-1, Ouais. ils vont se dire on essaye de le relancer. ils vont le tenter. Mais franchement, Ça s'annonce compliqué, hein. Je suis d'accord. compliqué pour les Warriors. Les Wolves sont bien installés. Ils ont en plus beaucoup plus de longueur de banc, beaucoup plus de rotation qu'ils peuvent assurer. Et puis du coup, une domination physique et mentale, si on inclut Draymond Green et sa capacité à réfléchir. Réfléchir juste. Ouais, Juste. je te jure, flemme de parler de lui. Je veux plus. Vraiment, j'en ai Le mec, marre. il met une patate par J'en parle match. parce qu'il est déjà à sa cinquième faute Il technique. crie sur les arbitres, il les insulte, il est jamais Il aurait dû être éjecté dans le Mais match bien sûr qu'il aurait dû être 2 ou éjecté. le match 3, je sais plus c'est lequel. Ouais, c'est le match 2, je crois. Où il C'est prend pas le sa dernier, faute c'est technique. celui d'avant. Oui. C'est le match 2 où il prend sa faute technique et il continue à insulter les arbitres. Et tout le public, sa alors, sortie de certes, presse, ils sont à Minnesota. sa sortie Tout en le conférence public. de presse, enfin pas en conférence de presse, après dans les vestiaires, tu l'as vu ça? Non, Catastrophique. Où il dit ouais, je suis pas un homme noir en colère, mais c'est pas ce qu'on t'a dit, mais c'est quoi le rapport? Mais oh là là. Non vraiment tu sais Mon Dieu. le daron gênant. Et vraiment ça va plus. Il est gênant depuis Insupportable. longtemps. À notre goût, en tout Insupportable. cas. On sait que c'est pas partagé forcément pour tout le monde, mais là, moi, je Ah non, comprends mais pas. moi j'aime bien Et j'aime bien le terrain. Oui, voilà, le joueur J'aime sur bien le le terrain, défenseur sur que le c'est, le joueur mais à tout le reste là Mais autour, ça, là, il vraiment, n'est je pas peux me éjecté juste parce que c'est du Draymond Green. C'est-à-dire que C'est ça. n'importe qui prend une deuxième faute, et comme c'est lui, et que machin. Et on le voit, même Stephen Curry va vers lui en lui disant vas-y, genre arrête. Mais ça Ça y fait est. des années qu'on le dit. Des voir. On années. va pas refaire Et ça. on dirait qu'on parle à un enfant de 14 ans qui n'arrive pas à se contenir. Et tu vois, C'est trop. t'en as plus de 30, 33, 34. Ouais, 34 ans. Ouais. Et on en est toujours là. Ça y est, Draymond. Et ça changera pas. C'est Soit tout, arrête ça ta changera carrière, fais ton podcast, et du coup tu pourras parler autant que tu veux. pas. Et bien sûr. Viens nous Soit- rejoindre. Viens nous rejoindre. On veut bien faire un petit entre-deux avec toi, Voilà. comme on vous a dit. Le prochain Qui va invité. bientôt, ça. Prochain invité, Draymond Green. Quand il sera sorti de cette série, vous inquiétez pas, Mon il reste Dieu. plus de matchs. Et on pourra Ça y est, vite c'est fini l'inviter. du coup. On pourra vite l'inviter. Tu penses, Ouais, tu non, penses qu'ils franchement. sortent? C'est fini pour les Warriors. Retour de Stephen Et Curry pourrait leur faire gagner un match. On est sur un 4-2, 4-1 pour Minnesota. Est-ce que tu es prêt pour la conférence de presse? Ce sera ma dernière question. Est-ce que tu es prêt pour la conférence de presse de Anthony Edwards qui dit ou qui vient habillé en pingouin en disant c'était Batman et Robin et moi je suis le pingouin? Il va préparer quelque chose. Il va faire quelque chose. Il a J'espère trop d'idées qu'il ce mec. On a eu des petites choses originales. Paul Pierce qui marche en peignoir jusqu'au stade, des choses comme ça. Ouais, On veut voir d'autres choses. il y aura des choses. En attendant, on va aller regarder la suite parce que ça joue actuellement à l'heure où on parle. It's time. Donc on vous laisse continuer de vivre ces playoffs historiques. On espère que cet épisode avec toutes ces petites anecdotes vous aura régalé. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, restez connectés, abonnez-vous, activez les notifications. L'entre-deux étant... La première émission de l'entre-deux est en cours de montage. Ça arrive bientôt. On vous laissera un petit peu respirer avec l'histoire des playoffs, etc. Mais on va trouver un petit moment pour vous le balancer incessamment sous peu. Donc restez connectés. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. À bientôt. Ciao.